Jean-Michel Frodon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma à l'occasion de Viva Cinéma, ici à Luxe Scène Nationale à Valence. Vous avez présenté des films de Youssef Chahine. Est-ce qu'il fait partie de ces mouvements venus hors Occident qui ont changé notre façon de voir le cinéma ? Oui, tout à fait. Youssef Chahine, on dirait en particulier à partir du film Gare Centrale à la fin des années 50. La fin des années 50, c'est le moment où enfin les Occidentaux commencent à se rendre compte qu'ils n'ont pas le monopole du cinéma. Occidentaux, en l'occurrence, ça va de Moscou à Los Angeles, mais à l'exclusion du reste du monde. C'est la période où on découvre Rashomon de Kurosawa, où on découvre Pater Panchali de Satyajit Ray et où on découvre Gare Centrale de Youssef Chahine, c'est-à-dire trois grandes zones du monde extrêmement fécondes en cinéma, mais qui avaient été ignorées de l'Occident jusqu'à ce moment-là. Et Chahine va continuer d'incarner de manière qui va changer. Il ne fait pas du tout toujours les mêmes films. On pourrait même dire qu'il ne fait jamais les mêmes films. Pendant une période longue, jusqu'au début des années 2000, cette vitalité, cette créativité, cette singularité de son cinéma à lui. Son cinéma à lui, c'est à la fois le cinéma égyptien et le cinéma de Youssef Chahine et de personne d'autre. Il y a les deux dimensions. C'était aussi un sacré découvreur de talent. Alors c'est un immense découvreur de talent. Peut-être parmi les plus célèbres, il y a Omar Sharif, qui, quand Chahine le découvre, ne s'appelle pas encore Omar Sharif, mais avec d'autres exemples qui courent tout au long de sa carrière, de jeunes actrices et jeunes acteurs qu'il va magnifier, qu'il va aimer. On parle là de l'amour de sa caméra, mais c'était quelqu'un qui faisait de la sensualité, de la présence des acteurs et actrices à l'écran une ressource pour faire de l'art cinématographique à un niveau assez exceptionnel, et ça court tout au long de sa cinématographie, de tous ses films, y compris en changeant d'incarnation au fil de nombreux événements. Ouais. C'est passez-moi l'expression, c'est des claques qu'on arrive à recevoir encore aujourd'hui, des films à la Chahine venus d'autres pays, à l'heure d'une certaine mondialisation aussi du cinéma. Il y a des personnalités qui arrivent à ressortir. Ah oui. Moi, je me réjouis beaucoup puisque il se trouve que j'ai été sollicité par la famille de Chahine pour accompagner les célébrations du centenaire de sa naissance. Nous avons commencé en fait depuis l'automne dernier au Festival de Montpellier, au Cinémed, puis au Festival des Trois Continents à Nantes, à Paris à l'Institut du Monde Arabe, ici à Valence au Luxe, on va continuer à Marseille, à Bordeaux, etc. Et dans toutes ces situations, je rencontre beaucoup de jeunes spectateurs qui découvrent. On peut dire que Chahine n'est pas très bien connu, il n'est pas très très présent dans l'imaginaire, mais que les gens, qu'un concours de circonstances ou fort heureusement le travail que font les festivals, que fait une salle comme le Luxe, amène à des gens qui peut-être ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Youssef Chahine, à y venir voir je crois, alors pour le coup, une fois qu'on y vient voir, on y trouve énormément de plaisir, de bonheur, aussi d'intérêt, parce que le cinéma de Chahine, qui a des côtés très vivants, très sensuels, parfois comiques, burlesques, très spectaculaires, avec les danses, avec les chansons, avec la musique, avec les couleurs, etc., est aussi un cinéma très politique, qui interroge beaucoup de dimensions et de la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment où ils faisaient les films, mais qui trouve des échos aujourd'hui, et notamment avec ce qui se passe dans le monde arabe, au Moyen-Orient, au présent. Et donc c'est un cinéma qui compte pour aujourd'hui dans beaucoup de registres, et pas seulement dans cette espèce de spectacle oriental qui peut être
une porte d'entrée, mais à partir de laquelle on découvre bien d'autres choses. C'est une exception française, cette ouverture vers le cinéma du monde. Il y a des films de réalisateurs norvégiens dont on nous disait qu'ils sont totalement inconnus du public norvégien et qu'on a pu voir à Valence cette semaine. Oui, il n'y a aucun pays au monde où on voit en salle, disons, pour le grand public, à disposition du grand public, il y va ou il y va pas, mais en tout cas, ça lui est proposé, telle diversité de propositions de films. Vous parlez du cinéma norvégien, pardon. Vous parlez du cinéma norvégien, et il y a une créativité importante au cours des dernières années des cinémas européens, y compris de pays d'Europe qu'on n'attendait pas forcément, qui existent notamment parce qu'ils avaient un public, des publics, à commencer par le public français, même quand ils n'avaient pas de public chez eux, mais c'est vrai de cinéastes du monde entier, des cinéastes asiatiques, des grands réalisateurs thaïlandais, des grands réalisateurs des Philippines, des grands réalisateurs d'Indonésie, trouvent des publics éventuellement en France avant d'atteindre les grands écrans de leur propre pays. Et ce qui se passe en France les aide dans leur propre pays. Non seulement, moi je considère que c'est une merveille pour nous d'avoir accès à ces diversités, ce sont des histoires différentes, ce sont des corps différents, des rythmes différents, des musiques différentes, des couleurs différentes, des manières de se comporter entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, dans des situations de pouvoir aussi, de rapports politiques, etc. Tout ça, on y a accès, et c'est une richesse qu'il faut défendre du mieux qu'on pourra. Et c'est pas que à bénéfice français, si je puis dire. D'abord parce que les Français ont pas mal réussi à élargir, notamment au reste de l'Europe, qui a aujourd'hui beaucoup plus de salles ouvertes sur la diversité dans l'ensemble de l'Europe qu'il y en avait il y a 20 ans. Et d'autre part que ça aide ces réalisateurs, surtout dans des pays pauvres, des pays en difficulté économique et dans des pays opprimés, avec des régimes qui ne donnent pas beaucoup de liberté ou pas du tout de liberté aux réalisateurs. Ça donne, nous découvrons des réalisateurs africains, des réalisateurs du monde arabe, des cinéastes chinois, des cinéastes iraniens, des cinéastes d'Amérique latine, je dirais en permanence en fait. Et c'est une floraison assez inépuisable et qui fait la richesse. Les cinéastes, y compris les grands cinéastes américains ou français, disons, un certain nombre d'entre eux, ils regardent ces cinémas-là et ils en apprennent des choses. Et ça nourrit l'ensemble du cinéma et pas seulement le cinéma thaïlandais ou le cinéma norvégien. Est-ce que justement il y a des films ou des réalisateurs qui vous rassurent quand, comme vous, on a vu des milliers de films, est-ce que vous arrivez tout de même à vous dire « Ah, tiens, là, lui, il voit les choses différemment ou il nous montre les choses différemment ?» Oh, oui, et je dirais même que ça m'arrive très souvent. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2026, jour du centenaire de Youssef Chahine, qui était quelqu'un qui répondait à cette définition-là. Dans 3 jours, sortent dans les salles françaises 3 films. Un film de Jonas Trueba, donc d'Espagne, qui s'appelle La Reconquista, un film franco-égyptien inspiré en partie par Youssef Chahine, qui s'appelle La vie après Siram, de Namir Messé, et puis un film tunisien qui s'appelle Promis le ciel, et qui, tous les 3, me montrent des choses que je n'avais jamais vues avant, me les montrent d'une façon que je n'avais jamais vue m'ouvrent le regard, l'attention, un peu de lucidité sur notre monde, en même temps que des émotions qui peuvent être... Dans ces films, il y a des choses très joyeuses, il y a des choses dramatiques, etc. Ça a tout l'éventail des richesses dont un film est capable. Parce qu'on pouvait craindre à l'époque des récits mondialisés, des plateformes, qu'on puisse plus parler de cinéma français, de cinéma italien, de cinéma chinois, que tout soit unifié finalement. C'est pas le cas. Pas du tout. Si on... Alors, il y a
une occupation de la visibilité dominante par un certain type de film, un certain type de produits audiovisuels incontestables. Et il ne s'agit pas du tout de la minimiser, au contraire, il s'agit face à elle, avec elle et face à elle, et y compris en disant que dans les films issus des plus grosses parties de l'industrie, il y a aussi des choses intéressantes à regarder, que tout n'y est pas à jeter à la poubelle non plus. C'est ça qui est beau avec le cinéma, c'est qu'il faut aller voir partout, il faut aller voir à Hollywood, et il faut aller voir des gars qui font des films avec leur téléphone portable à Bangkok ou à Canberra ou je ne sais où. Il faut faire tout ce panorama-là, et que ça existe, qu'aujourd'hui il y a plus de festivals de cinéma dans le monde que jamais, et de très loin. Il en ouvre 10 par mois dans le monde. Et il y a du public. C'est une forme particulière de rapport au cinéma, mais les gens qui sont là, ils les voient les films. Et donc, ça les fait exister de cette manière-là. On ouvre, contrairement à ce qu'on raconte souvent, plus de salles de cinéma dans le monde qu'on en ferme. La salle de cinéma n'est pas du tout un dispositif en perte de vitesse mondialement. Il l'est aux États-Unis. Et comme on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe aux États-Unis, alors on dit ça va pas. Mais en fait, il y a plein de parties du monde où il y a des salles de cinéma qui ouvrent, y compris en Europe, beaucoup dans le monde arabe, etc. Et il y a plus de gens qui voient plus de films que jamais dans l'histoire du cinéma. Si là on regarde tous les modes de rencontre avec les films, les salles, et clairement les plateformes. Et quand on dit les plateformes, on pense aux 2 ou 3 très très grosses plateformes américaines. Et on a raison d'y penser parce qu'elles sont très importantes, elles sont très massives. Mais il y a beaucoup d'autres plateformes qui offrent beaucoup d'autres possibilités. Et ces plateformes-là ont du public. Et ont des modèles économiques dont pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux sont viables, ne rapportent pas les fortunes d'Amazon ou de Netflix, on ne parle pas de ça, mais qui peuvent continuer d'exister, d'accueillir la diversité d'un cinéma mondial qui est plus fécond qu'il n'a jamais été en réalité. Ça a changé. Quel est le rôle de la critique aujourd'hui ? C'est toujours ce rôle un peu de boussole où malheureusement il faut combattre les étoiles qu'on voit sur les magazines, les algorithmes auxquels on est malheureusement malgré nous abonnés. Alors il faut combattre les étoiles qu'on voit sur les magazines et les algorithmes qui décident à notre place qu'est-ce qu'on devrait voir et qu'est-ce qui va nous plaire, bien entendu. Et la critique est une ressource. Les critiques, les festivals font un peu le même travail. Ils font des propositions alternatives à ce que le marché fabrique et promeut. Et de ce point de vue-là, il y a une proximité très grande, même si les moyens de le faire ne sont pas les mêmes. Et on pourrait ajouter, dans une certaine mesure, les enseignants ou certains enseignants qui accompagnent le cinéma vis-à-vis de leurs élèves et les invitent à rencontrer autre chose que ce qu'ils iront voir de toute façon. Les critiques n'ont pas tellement perdu en importance par rapport à avant. La seule chose qui a changé, c'est qu'avant, depuis toujours, la chose qu'envoient les gens au cinéma, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Ça existe depuis la naissance du cinéma. Aujourd'hui, le bouche à oreille, il est en ligne. Au lieu il est avec des bouches physiques et des oreilles physiques. Mais c'est le même mécanisme. Et ça, c'est ce qui est sur Internet. C'est pas de la critique. La critique, c'est, y compris en utilisant les outils d'Internet, et c'est très heureux, des gens, et très souvent des jeunes gens, voire de très jeunes gens, qui, au-delà de j'aime ça, j'aime pas ça, j'ai déliré sur l'actrice, l'acteur c'est une daube, etc. C'est pas de la critique, ça, c'est le commentaire de tout le monde et qui est légitime. C'est très important que tout le monde parle des films. Moi, ça m'enchante, mais je confonds pas ça avec la critique. La critique, c'est des gens qui consacrent du temps, qui consacrent de la réflexion, qui consacrent un goût pour l'écriture, y compris des formes nouvelles d'écriture, qui peuvent être aussi aujourd'hui
ce que vous faites, de l'écriture sonore sur la radio, ou de l'écriture sur YouTube, des formes visuelles, mais qui cherchent des formes qui donnent accès au film, à y réfléchir, à mieux les comprendre ou à mieux les questionner. Et ça, c'est plutôt très dynamique en réalité, même si les grandes vedettes de l'activité critique ont un peu perdu en prestige par rapport à d'autres périodes. Ça peut être dommage ou je peux le regretter pour mon cas personnel, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est que de la pensée sur le cinéma qui est accessible et qui circule, il y en a au moins autant qu'il y en avait dans une période où c'était cadré par les dispositifs disponibles à l'époque, c'est-à-dire principalement des signatures de la presse écrite. Merci beaucoup Jean-Michel Frodon et merci de nous avoir accordé tout ce temps sur la radio du cinéma. Avec grand plaisir, et puis il faut que j'aille écouter la radio du cinéma. Merci. Avec plaisir.